les superstitions étranges des paysans français. Hey les amis, ce soir on plonge dans les champs humides, les cabanes en torchis et les recoins sombres des campagnes françaises du 19e siècle. Tu entends le grincement du bois sous tes pieds, le ululement d'une chouette quelque part au loin. Une chandelle vacille, projetant une ombre étrange sur le mur de pierre. Et pendant que tu t'installes, tu réalises. Ici, tout a une signification, surtout si c'est étrange, boueux ou vaguement végétal. Tu pensais que dormir avec une peluche était bizarre? Essaie de glisser une fève séchée sous ton oreiller pour faire fuir les esprits malins ou attirer l'âme sœur. Alors, avant de te mettre trop à l'aise, prends un moment pour liker la vidéo et t'abonner, mais seulement si tu apprécies vraiment ce que je fais ici. Et dis-moi en commentaire, tu écoutes ça depuis où et quelle heure est-il chez toi? Maintenant, baisse un peu les lumières, mais peu, être un ventilateur pour ce doux bruit de fond, et glissons ensemble dans ce voyage nocturne. Tu t'allonges dans le grenier poussiéreux d'une vieille ferme, et juste au moment où tes yeux commencent à se fermer, tu sens quelque chose d'étrange sous l'oreiller. Ce n'est pas un insecte, ni un vieux clou, c'est un pois chiche, ou une fève, ou, si tu es dans le Limousin, une petite tranche de betterave, parce que, vois-tu, à l'époque, les paysans avaient une relation bien particulière avec ce qu'ils appelaient les graines protectrices. Glisser une graine sous l'oreiller, ce n'était pas une lubie végétarienne, c'était un acte de défense magique, une barrière invisible entre le rêve et le cauchemar. Les pois chiches, censés absorber les pensées mauvaises, étaient souvent remplacés par des haricots rouges dans certaines régions, car ceux-ci chauffaient le sang et repoussaient les revenants. Tu vois, les cauchemars, on les appelait parfois les pressions du diable, ces rêves oppressants où tu te sens paralysé. Les graines sous l'oreiller, une sorte de barrage spirituel. Et si tu te réveillais sans souvenir de ton rêve, c'était bon signe. Le pois avait tout absorbé, mais les graines n'étaient pas que défensives. Une jeune fille en âge de se marier pouvait placer 3 fèves sous son oreiller, chacune nommée d'après un prétendant. Celle trouvée le matin déciderait de son destin amoureux. C'est un peu comme Tinder, mais avec des légumineuses et sans Wi-Fi. Un fait historique te donnera un sourire. Napoléon Bonaparte, malgré son esprit rationnel, aurait ri ou grimacé en entendant parler d'un régiment rural, dont les soldats refusaient de dormir sans une graine de lin sous le lit, censé protéger contre les mauvais sorts. Les officiers, paraît-il, avaient fini par fournir des sachets officiels, et plus étrange encore, dans certaines régions du sud-ouest, on pensait que dormir sans aucune graine dans la maison pouvait laisser entrer l'esprit de la famine. On cachait donc toujours quelques lentilles dans un coin de l'armoire, pas pour la soupe, pour la chance. Historiquement, les graines avaient un symbolisme puissant. Elles portaient la vie, la croissance, l'abondance. Mais dans l'esprit rural, elles devenaient des armes contre l'invisible. Des armes, miniatures, certes, mais redoutables. Et comme tu le sais, ce n'est pas la taille qui compte, c'est l'intention. Un débat toujours ouvert agite d'ailleurs les folkloristes. Cette obsession pour les graines vient-elle d'anciennes traditions celtiques, liées aux offrandes de fertilité, ou bien s'agit-il simplement de superstitions pure-nées, de siècles de disettes et de nuits trop longues? Historiens et ethnologues s'étripent encore, gentiment, sur la question. Mais toi, ce soir, imagine-toi dans ce lit ancien, drap rugueux, odeur de paille et d'herbes séchées. Tu glisses une petite graine sous ton oreiller, pas pour faire un vœu, pas pour conjurer un esprit, juste pour voir. Tu fermes les yeux et tu entends un léger craquement. Où était-ce dans ta tête? Et souviens-toi, si tu rêves d'un homme en bottes de cuir qui tient une houe, ce n'est peu être pas juste un fantasme champêtre, c'est peu être la fève qui a parlé. Le vent siffle entre les fentes des volets. Il pleut, mais pas une petite pluie tranquille, non, une vraie pluie de campagne, dense, lourde, qui fait clapoter la boue et grogner les sabots. Tu observes les gouttes frapper la terre et tu fronces les sourcils, car quelque chose ne tourne pas rond. Une vieille grenouille, énorme, presque grotesque, reste figée devant la porte de la grange. Elle te fixe, et dans l'esprit d'un paysan français du 19e siècle, ce n'est pas anodin. Les grenouilles, vois-tu, sont des messagères. Une grenouille qui reste immobile près d'une maison, on disait que cela annonçait une mort prochaine. Pire, si elle coasse 3 fois sans s'arrêter, c'est un signe que l'âme de quelqu'un est déjà en train de s'échapper. Tu pensais que c'était juste un batracien gluant,
Eh bien, pour nos ancêtres, c'était un oracle humide. Et si la pluie tombe trop fort, tu ne t'abrites pas seulement, tu pries. Car selon certaines croyances, les gros orages d'été ne sont pas simplement des caprices météorologiques. Ce sont des lavages de terre déclenchés par des âmes en colère ou des sorciers fâchés. Certains paysans allaient jusqu'à planter un clou rouillé dans le sol, juste à l'entrée de leur champ, pour fixer le mauvais temps. Oui, un clou. De préférence celui d'un cercueil ancien. Et si tu n'avais pas ça sous la main, un simple clou rouillé ferait l'affaire, tant qu'il provenait d'un vieux portail. On n'est jamais trop prudent quand les nuages grondent. Et là, tu réalises, tu vis dans un monde où l'outil de ton grand-père devient un talisman, où un objet usé, sale, sans valeur, peut repousser la foudre, les esprits et même la maladie. C'est pratique, certes, mais aussi un peu inquiétant. Petit fait historique, dans certaines régions du Morvan, on plaçait un clou rouillé dans le tronc d'un arbre malade pour transférer la maladie. On disait que l'arbre, en l'absorbant, guérissait la maison. Aujourd'hui, on appellerait ça un transfert de charge symbolique. À l'époque, c'était juste du bon sens rural. Tu continues ta marche dans la boue, et à chaque fois que tu croises une flaque, tu la regardes 2 fois. Parce que si tu aperçois ton reflet flou sous la pluie sans yeux, sans bouche, ou pire, avec quelqu'un d'autre à côté de toi, il faut fuir. On disait que c'était un signe que ta place sur terre est en jeu. Les reflets déformés par la pluie étaient une sorte de miroir entre les mondes. Sympa, non? Pratique pour t'endormir ensuite. Et ce n'est pas tout. Une autre superstition bien ancrée, ne jamais ramasser un outil tombé pendant un orage. S'il t'échappe, tu le laisses. Pourquoi? Parce qu'il est chargé. Non pas électriquement ça, il ne le savait pas encore, mais spirituellement. Il aurait été touché par la colère céleste. Et si tu oses le ramasser, tu pourrais rapporter la foudre dans la maison. Ou pire, réveiller quelque chose d'oublié, quelque chose qui attendait que quelqu'un, comme toi, le touche. Les grenouilles, elles aussi, jouent un rôle étrange dans les rites de pluie. On en mettait parfois dans des seaux retournés au centre du champ pour attirer la pluie, mais uniquement si elle tardait. Et attention, il ne fallait pas la laisser plus de 3 jours, sinon la récolte entière serait trempée de malheur. Un rituel à la fois cruel et désespérément poétique. Les gens faisaient confiance aux animaux, aux cycles, aux ombres, à tout, sauf à l'ennui. Certains historiens se chamaillent encore. Est-ce que ces pratiques relèvent de vieux cultes druidiques recyclés sous des habits chrétiens? Ou est-ce que c'est juste le fruit d'un besoin viscéral de contrôle dans un monde où la météo décide de ton destin? Les 2 théories s'affrontent encore dans des colloques où l'on mange du fromage entre 2 débats sur les grenouilles. Mais toi, tu es là, dans ce décor détrempé, avec un vieux marteau à la main, un ciel noir au-dessus de la tête et une pensée absurde en tête. Est-ce que je devrais planter ce clou dans la terre, juste pour voir? Et si oui, quel genre de rêve vais-je faire ce soir? Parce qu'au fond, tu le sais déjà, la pluie, ce n'est pas qu'un phénomène naturel, c'est un langage, un avertissement, une couverture pour des choses qui n'aiment pas être vues à la lumière. Alors écoute bien le prochain orage. Et surtout, si une grenouille se met à taper à la porte, ne réponds pas. Le feu crépite doucement dans la cheminée. La nuit est tombée, et tout autour de toi, le silence s'épaissit. Mais dans cette maison de pierre, même le silence a des oreilles. Tu n'oses pas poser ton chapeau, pas sur le lit en tout cas. Parce que, si tu es un vrai paysan du siècle dernier, tu sais ce que cela signifie. Un chapeau sur un lit, c'est une invitation directe pour la mort, ou pour une dispute familiale, si tu as de la chance. Mais généralement, c'est la mort. Tu te souviens du vieux Léon? Celui qui posait toujours sa casquette sur le coin du lit et qui a été frappé par un bélier en rue 2 jours plus tard? Coïncidence peut être. Mais dans l'esprit rural, les coïncidences sont rarement innocentes. Et ce n'est que le début, car tout objet banal devient source d'inquiétude. Une chandelle, par exemple. Rien de plus normal. Une chandelle. Tu l'allumes, tu l'observes. Et là, elle crépite. Pas un petit bruit, non. Un crépitement nerveux, comme si elle avait quelque chose à dire. Alors tu sais, quelqu'un va venir. Peut être un visiteur inattendu. Peut être un revenant. Les vieilles commères du Berry disaient « Si la flamme parle, prépare une place à table ». Les chandelles étaient comme des baromètres de l'au-delà. Si la flamme danse trop, quelqu'un pense à toi.
Si elle s'éteint sans courant d'air, quelqu'un t'oublie. Et si elle clignote comme un regard nerveux, alors on ne préfère pas savoir. Et n'oublie pas les chats. Ah, les chats, ces petits traîtres élégants. Dans bien des régions, s'ils te fixent sans cligner des yeux pendant plus de 9 secondes, on disait qu'ils voyaient ton double cette part de toi, déjà perdue dans l'autre monde. Et si un chat noir traverse ta route à l'aube, surtout si tu portes du lin ou si tu vas vendre au marché, c'est fichu. Mieux vaut faire demi-tour, même si tu transportes 12 œufs et que t'habites à 6 kilomètres. Un détail amusant, dans le Jura, les chats trop curieux étaient appelés les témoins du diable. Il ne fallait jamais les laisser entrer dans la pièce où l'on faisait de la confiture ou du fromage, ils pouvaient voler l'âme de la cuisson. Sérieusement, tu pensais que ton chat voulait juste un bout de gruyère? Détrompe-toi, c'est un espion du monde d'en dessous. Un fait historique, cette fois un peu plus officiel. Au Moyen-Âge tardif, certaines communes imposaient une taxe supplémentaire aux foyers qui gardaient un chat noir, à cause de leur influence sur la santé publique. Oui, tu pouvais littéralement être surtaxé pour avoir une boule de poil trop mystérieuse. Mais revenons à nos chandelles. Tu en as une allumée. Elle clignote. Elle projette sur le mur une ombre mouvante. Tu crois que c'est ton reflet, jusqu'à ce qu'il bouge. Alors que toi, tu ne bouges pas. Le cœur bat un peu plus vite. Pas vrai? Tu n'es pas seul. Et ce fameux débat historique revient, comme une bougie qu'on souffle mais qui se rallume. Est-ce que toutes ces peurs venaient d'un besoin d'explication dans un monde sans lumière, ni médecine? Ou bien, ces signes étaient-ils vraiment les fragments d'un savoir perdu, trop vieux pour être compris? Les chercheurs hésitent. Et pendant ce temps, toi, tu vérifies 2 fois où tu poses ton chapeau. Il faut dire que la vie à la ferme était un équilibre fragile entre le rationnel et le magique. On labourait avec méthode, mais on saluait les vieux arbres comme des dieux endormis. On comptait les œufs, mais on attachait du fil rouge autour de la patte de la poule pour éviter qu'elle ponde des malheurs. Et dans cette ambiance, chaque objet devient chargé. La pelle, le banc, le seau, même le pain, jamais à l'envers sur la table, jamais. C'est ouvrir la porte aux esprits affamés. Et ces esprits-là, ils n'ont pas bon goût, ni bonne haleine. Alors ce soir, prends ton chapeau et suspends-le bien haut. Allume une chandelle, mais regarde-la du coin de l'œil. Et si ton chat commence à parler, fais semblant de ne pas entendre. Tu dormiras mieux. Tu es debout, dans l'étable encore tiède, l'odeur du foin et du cuir mouillé flottant dans l'air. Tu t'apprêtes à traire la vache, une grosse Normande aux yeux doux, mais voilà qu'elle se cabre, renacle, puis refuse. Rien, pas une goutte. Et là, tu sais, ce n'est pas un simple caprice animal. Quelqu'un a volé le lait, ou plus précisément, quelque chose. Dans la campagne française d'autrefois, si une vache ne donnait pas de lait, on ne blâmait ni l'herbe, ni la santé de la bête. Non, le coupable, c'était souvent la lune. Oui, cette bonne vieille lune, calme, brillante, poétique, elle était accusée de boire le lait à distance. Lorsqu'elle est pleine et haute dans le ciel, certains disaient qu'elle attirait les liquides vitaux. Pratique pour accuser un astre, tu me diras, mais tellement plus rassurant que d'admettre que la vache est stressée. Mais la lune n'agissait pas seule. Souvent, elle était soupçonnée de collaborer avec les sorcières. Ces femmes que l'on accusait de venir la nuit, avec un torchon noué, pour traire à distance les vaches du voisinage. Elles ne venaient pas elles-mêmes, elles envoyaient leur esprit, ou un animal chargé, souvent un crapaud ou une hermine, qui suçait les pies pendant que la vraie sorcière dormait. Tu ne veux pas y croire? Va expliquer ça à Jean-Louis du Cantal, qui plaçait un miroir sous la vache à la pleine lune pour surprendre l'esprit voleur. Il ne rigolait pas. Et si ce n'était pas la lune ou la sorcière, c'était le gamin du voisin, celui avec les cheveux roux. Parce que dans plusieurs régions, la rousseur était perçue comme signe de pouvoir néfaste, une sorte d'aimant à malchance. Si ta récolte pourrit, ou si ton lait tourne, c'est le rouquin. Tu crois que j'exagère? Certains allaient jusqu'à jeter du sel devant la porte de ses enfants pour neutraliser leur aura. Le sel, justement, il était le grand remède à tous les maux invisibles. Pas juste pour assaisonner la soupe. On en jetait dans les coins de l'étable, sous les portes, ou même dans les puits pour protéger la source. Du sel dans les bottes? Oui, pour éviter que le chemin du mal ne te suive. Et toujours impératif,
Ne jamais renverser le sel sur la table. Et si ça arrivait, il fallait immédiatement jeter une pincée derrière son épaule gauche, sinon 7 jours de silence dans la maison. Pas par punition, parce que les esprits en profiteraient pour parler à ta place. Une anecdote curieuse, pendant la Révolution, certains paysans refusaient d'utiliser le nouveau sel républicain distribué par l'État. Ils disaient qu'ils n'avaient plus d'âme, parce qu'ils n'avaient pas été bénis selon les anciennes coutumes. L'État était peu, être laïque, mais le fantôme dans la grange, lui, ne l'était pas. Les folkloristes sont encore partagés sur la symbolique profonde de tout ça. Est-ce que ces pratiques sont des échos d'un paganisme ancien et oublié, ou bien des mécanismes psychologiques de survie dans un monde instable? On n'a jamais tranché. Et peut être qu'il ne faut pas. Peut être qu'il faut simplement écouter ce que disent les silences, les craquements dans le bois, les absences de lait. Ce que tu comprends maintenant, en te penchant au-dessus de cette bassine vide, c'est que tout était relié. La lune, la vache, le voisin roux, le torchon noué, la pincée de sel, la chandelle qui crépite, la grenouille muette. Un monde où chaque geste avait du poids, où chaque omission ouvrait une porte. Et ce n'était pas une porte que tu voulais franchir. Alors tu recules doucement, tu refermes la porte de l'étable, tu passes une main sur le vieux loquet en fer et tu souffles doucement. Ce soir, pas de lait, mais pas de mal non plus. Tu as jeté du sel, tu n'as pas regardé la lune droit dans les yeux et tu n'as pas croisé de chat. Pour l'instant, tout va bien. Et même si demain tu ne te souviens pas de tout cela, ton corps, lui, s'en rappellera. Il évitera le chapeau sur le lit. Il sentira un frisson quand la chandelle s'agite. Et il ne croisera jamais le regard d'un chat trop longtemps. Parce qu'au fond, même les esprits les plus rationnels ont besoin d'un peu de magie et d'une bonne excuse pour expliquer pourquoi le beurre ne prend pas. Et maintenant, tout se calme. Le vent s'est arrêté. Le bois de la cheminée ne crépite plus que doucement, comme un souffle lointain. Ton corps se détend, comme les branches d'un vieux pommier après la pluie. Les histoires, elles, restent là, suspendues, comme une brume douce au-dessus d'un champ encore tiède. Tu sens le drap contre ta peau, la respiration tranquille, régulière, et ces superstitions, elles se fondent dans l'obscurité. Elles deviennent de simples murmures, un écho ancien d'un monde où tout avait une signification, même la forme d'un nuage ou la direction d'un brin d'herbe. Ce monde-là n'est pas si loin. Il dort en toi. Il marche à côté de toi dans l'ombre. Et même si tu n'y crois pas, même si tu souris devant ces histoires de fèves, de grenouilles ou de lunes voleuses, une petite part de toi, bien au chaud, chuchote. Et si c'était vrai? Mais cette voix s'efface à mesure que le sommeil te gagne. Tout devient plus lent, plus doux. Le sel repose en paix dans son pot, le chat s'est roulé en boule, et la lune, là-haut, brille sans te regarder. Ce soir, tout est à sa place. Rien à craindre, juste des souvenirs étranges d'un monde plus ancien que les livres. Ferme les yeux, respire, et laisse les légendes veiller sur toi, juste pour cette nuit.